Alors moi c'est vrai que parce qu'il y a l'énergie qui est impliquée avec potentiellement l'incidence sur le réchauffement climatique par exemple de ces énergies-là, et il y a la pollution. Et moi c'est vrai que je pense déjà à la pollution, c'est-à-dire que peut-être que ça peut avoir un coût énergétique plus élevé, mais par contre en termes d'incidence sur la nature, pour moi, voilà, le fait de savoir que quelque chose va continuer à être en boucle et pas être à un moment donné rejeté comme un déchet est un argument pour moi, mais j'ai pas de solution optimale si ce n'est effectivement, par exemple sur la bouteille en plastique, moi je fais le choix de ne pas en acheter du tout, quoi. Donc ça c'est la solution que j'ai trouvée en tout cas pour moi-même pour répondre à cette problématique. Et j'ai pas la réponse à tout parce qu'effectivement il y a des choses où c'est difficile d'avoir toutes les données. Non, enfin, il y a beaucoup, là, il faut faire des travaux. Il y a pas mal de travaux qui portent sur ces questions et qui permettent de faire une évaluation en fonction des distances de parcouru, etc., qui montrent que parfois les solutions qu'on trouve, qui semblent en apparence intéressantes du point de vue environnemental, ne le sont pas parce que le coût du dernier kilomètre est très élevé, etc., etc. Mais dans le cas précis de l'Allemagne, je ne sais pas. Je voulais juste répondre à monsieur. En fait, tout dépend de la distance entre, je vous ai dit ce matin en cours, tout dépend de la distance entre le producteur, le distributeur et le consommateur. Dans des pays, en Normandie, je vous ai dit ce matin, il y a des producteurs de cidre qui récupèrent le verre parce que le périmètre est de 20 km entre le producteur, le distributeur et le consommateur. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de casser le verre, au contraire. Il va te laver, c'est pas une matière grasse, le coût écologique du nettoyage est faible. Par contre, en Grande-Bretagne, comme en Suisse, comme en Allemagne, les lieux entre le brasseur, celui qui produit de la bière sans alcool, pas de transélytisme éthylique, c'est pas encore, mais là, il est justifié. Par contre, quand le brasseur est à côté de Strasbourg et que le consommateur est à Perpignan, mieux vaut peut-être utiliser du calcin, casser la bouteille à Perpignan et l'amener chez un fondeur à Toulouse. En termes d'éco-bilan, alors il y a des sociétés, une des premières sociétés qui s'appelait Éco-bilan Société Anonyme, qui se charge de ce genre de calcul. Mais c'est vrai qu'il y a encore des pays, entre guillemets, des régions de France, avec des micro-circuits pour les déchets, pour les bouteilles en plastique, comme pour les bouteilles en verre, évidemment. Mais ça, je crois que c'est au cas par cas. Je pense qu'il ne peut pas avoir une règle générale. Moi, ceux qui disent qu'il faut tout incinérer ou tout recycler, les éco-bilans montrent que peut-être parfois quand on veut trop recycler, aujourd'hui il y a de nouveaux cahiers des charges qui disent que certains films plastiques peuvent être récupérés et recyclés, sauf qu'il arrive un moment où le coût marginal privé et environnemental est supérieur lorsqu'on peut faire ça plutôt que refaire un plastique avec des polymères vierges. Alors ça, ce sont des ingénieurs, moi je ne suis pas ingénieur, ça dépend. Donc je pense qu'il faut trouver il faut que le coût marginal de la nuisance de l'incinération soit égal au coût marginal de la nuisance du recyclage. Avec les coûts privés aussi. Ouais. Il y a des questions. Est-ce que le bilan carbone, ce qu'on appelle le bilan carbone, ne permet pas de comparer justement ce genre de choix de consommation entre, je sais pas, la bouteille en plastique ou la bouteille en verre? Ça fait partie de l'éco-bilan, non? Ouais, enfin le bilan carbone s'occupe du carbone. Oui, du carbone, voilà. Mais pas le reste. C'est QMD, donc... Oui. Mais il n'y a pas des éléments de mesure qui permettent... Éco-bilan Société Anonyme, je ne sais pas si c'est une société qui existe encore, mais son but c'était de mesurer l'ensemble des nuisances, les analyses coût-avantage, selon le critère d'émission de CO2, mais aussi de respect de la biodiversité, mais aussi l'utilisation des routes, parce qu'un camion ne peut abîmer une route. Donc il y a des tas de paramètres qui entrent en ligne de compte dans cette analyse coût-avantage. Mais là, ce sont vraiment des cabinets spécialisés. Je crois que j'avais vu passer récemment un lien vers un site qui permettait justement d'être assez exhaustif sur tout ce qu'il y a à prendre en compte en fait, par rapport à ça. Malheureusement, je n'ai pas de lien en tête, mais je pense que ça existe en tout cas. Un site qui dit vraiment, qui essaye vraiment d'intégrer tous les paramètres, mais c'est hyper compliqué. Hein. Je veux dire, il faut toujours prendre ça avec des pincettes quand même. Hein.
déchets, l'obsolescence programmée, la réparation des équipements, voire la location. C'est-à-dire, par exemple, pour les pneus, est-ce qu'il faut les acheter ou les louer? Parce que on arrive dans une société où, globalement, on a intérêt à ce que ça casse. Et donc, ça pose un problème général de la manière dont on se comporte, ou même dans la manière dont on vend. Les batteries de voitures électriques sont louées. Donc, les pneus, pourquoi sont-ils pas loués? Je pense qu'un pneu peut faire largement plus qu'il ne peut en faire. Sauf qu'on n'a pas intérêt, si on n'en achète jamais de pneus, oui, donc il y a aussi un intérêt, j'allais dire, industriel à ce que tout ça se détériore un peu plus rapidement. Donc c'est un changement total de j'achète plus mes pneus, je les loue, et là tout d'un coup on fait Bien sûr, mais ça on le constate de plus en plus qu'on va vers une société qui a tendance à ne plus vouloir acheter les choses, mais à être plus dans un esprit d'utilisation. Et effectivement, moi je pense que c'est une super bonne chose la location, parce qu'effectivement, plus l'objet va durer dans le temps, et plus ça sera rentable pour la personne qui le met en location. Donc pour moi, c'est très vertueux ce genre de modèle. Oui, à titre d'exemple, j'avais un aspirateur qui ne marchait pas. J'ai fini par, bon, vous faites venir d'articles, vous en avez déjà pour la moitié du coût d'aspirateur. Bon. Or, j'ai découvert des ateliers de réparateurs, de gens qui se groupent, et des bricoleurs qui tout d'un coup, sauf que c'est indémontable souvent. Tout d'un coup, c'est soudé, c'est fait pour ne pas être réparé, c'est volontairement. Ouais, et alors ça, il existe d'ailleurs des sites qui montrent justement quelles sont les meilleures marques pour démonter, on a bien inventé, je vais dire, des solutions où on oblige les industriels à conserver les pièces un certain nombre d'années, parce qu'il y a ça aussi, comme ça dure trop longtemps, c'est non réparable par non-disponibilité de la pièce. Donc, on est dans le domaine réglementaire, législatif, de manière importante, là, qui sont pour... Alors après, il y a des incidences. Bon, pour répondre un peu, c'est un problème de l'éco-fonctionnalité. En fait, Michelin a déjà mis en place pour les pneumatiques de camions un système de... Pas que Michelin, Michelin, non, il a été un des premiers. Et donc, le système, c'est une sorte de crédit leasing. Voilà. Maintenant, je pense que maintenant, on a obligé les distributeurs à mettre le prix au litre. Bon, là, avant, ce n'était pas le cas. Le prix au kilo, le prix au litre. Je pense que si le législateur le veut, à un moment, il faudra mettre quelle est la durée de vie potentielle entre le bien A et le bien B. Mais ça renvoie aussi à la question de l'économie de fonctionnalité. Exactement. C'est-à-dire on va vendre des services au lieu de vendre des biens, avec quand même le problème majeur qui est celui de selon la manière dont la contractualisation se fait, qui est celle de la liberté du consommateur. Parce que dans le cas de l'allocation de pneus ou autre système, ou de l'économie de fonctionnalité mise en pratique dans le domaine de la fourniture de confort thermique dans le bâtiment, ça veut dire qu'il y a quand même une relation qui devient une potentielle forme de perte de liberté pour l'usager vis-à-vis de celui avec lequel il contracte. Donc il y a quand même des enjeux. L'électricité, on a déjà fait des choses, on peut changer d'opérateur, on ne sait plus très bien qui est l'électron qui l'a produit. Donc il y a sûrement aussi des méthodes, j'allais dire, de ne pas être effectivement complètement lié. Mais moi, plus le potentiel déchet est important, il faut que le prix relatif du bien ou du service soit plus cher. Par contre, j'ai vu quelque chose d'important dans un des graphes là, qui était l'air. Il me semble qu'on pèse les déchets. Enfin, moi, j'ai été quand même étonné que le lisier, je crois que c'est même pas un déchet, je crois que c'est une matière fertilisante. Et de savoir que quand vous aspergez par exemple l'air pour mettre un engrais, il y en a 30-40% qui partent dans l'atmosphère. Et comment on quantifie les effets de l'acidité sur de la mer? Comment on fait oui, donc ça devient quand même très, très complexe. On va essayer d'évaluer les impacts environnementaux des déchets dont on a tendance à peser les kilos qui nous restent en 2D sans s'apercevoir d'une flèche qui était quand même assez importante, qui était qu'en fin de compte... C'est très intéressant. Mais c'est vrai que quand on fait le bilan des sorties du système vers la nature, le plus gros flux
ce qu'on jette dans la nature, c'est vers l'air. C'est pas, les déchets solides représentent très peu de choses par rapport à ça, même s'ils représentent des enjeux majeurs, etc. Donc c'est vrai que si on n'a pas une vision d'ensemble de ces émissions, indépendamment de leur relation avec les matières entrantes, on passe effectivement à côté de grande partie du problème. Parce qu'on parlait des décharges tout à l'heure, enfin ce sont des grandes génératrices de méthane. C'est pour ça que... Mais on ne compte pas, à mon avis, on a beaucoup de Non, attendez, pour les centres d'enfouissement technique de nouvelle génération, le préfet ne délivrera une autorisation que s'il y a des drains qui vont récupérer les méthanes. Alors, de deux choses une, soit vous les brûlez sous forme de torchère, certes, rien ne se gagne, rien ne se perd, il reste quand même des atomes de carbone, forcément, c'est du CH4 le méthane, mais il sera plus sous forme de CH4. Ou alors vous le récupérez, vous le liquéfiez, vous avez du gaz méthane. Il y a des communes en Allemagne, on dirait, parce que nous avons naturellement, et il y a des villes où on récupère le méthane, on joue sur la température, on liquéfie, et ça sert à faire rouler les autobus et les bennes de collecte de déchets. Bon, après, en effet, la décharge, si rien n'est fait, si ce n'est pas une vraie installation industrielle, le méthane s'évapore. Il va faire, avec un pouvoir réchauffant 20 fois supérieur au CO2. C'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Du coup, il est déjà 19h. Donc, ciel. Du coup, être obligé de clore la conférence officiellement, sauf que je suppose que vous avez des points autres. Donc, merci en tout cas aux intervenants pour votre prestation et à vous tous d'être venus ce soir. On sait que c'est pas facile et chacun a des questions à droite et à gauche. Merci. Oui, juste pour ceux que ça intéresserait, ce soir en fait, moi je fais partie du groupe local Zero Waste Paris. Une fois par mois, on organise un apéro ouvert à tous. Donc si jamais ça vous tente, ça commençait à 19h, donc je vais me télétransporter pour aller là-bas. Mais si ça vous tente, donc nous on est vraiment là pour parler de la démarche zéro déchet, qui consiste vraiment à adopter des mesures pour réduire ces déchets en amont. Et aussi pour œuvrer collectivement, pour essayer de faire bouger les choses vers une société zéro déchet. Faites pression sur le législateur, parce que c'est très important. Et oui, d'ailleurs, non, mais on a un gros problème là, parce qu'on a besoin, j'en profite, puisque je suis là, on propose des adhésions à prix libre, donc ça peut être symbolique, on n'a pas spécialement d'argent, mais on a besoin, franchement, si ça vous parle, la réduction des déchets. En fait, vous savez qu'en 2017, élections, etc., on a besoin vraiment d'un nombre d'adhérents suffisant pour pouvoir se faire représenter dans certaines instances. Et donc c'est hyper important, si vraiment le message vous parle, s'il vous plaît, adhérez à l'association Zero Waste France, même si c'est avec un montant symbolique parce que vous êtes fauché. Mais si ça vous parle, faites-le, c'est vraiment important pour que nous, on puisse rentrer dans certaines commissions et avoir un poids sur les décisions politiques, etc. Et donc, il y a le buffet, si vous voulez.